Bonsoir. C'est l'histoire d'un gamin qui rêvait d'être journaliste dès l'âge de 9 ans. C'est l'histoire d'un ado qui faisait chaque jour des fiches des articles du Monde qui retenaient son attention. Il ne savait pas trop ce qu'il allait faire de ces fiches, et à vrai dire, elles jaunissent depuis la fin des années 80 dans une vieille boîte en bois. Bon, vous l'aurez deviné, ce gamin, c'est moi. Ma passion du journaliste est née de mes voyages. Chaque année, pendant un mois, l'été, on partait avec ma mère, le sac au dos, dans un pays différent. Ces voyages m'ont permis de vivre des moments vraiment rigolos, comme cette fois où je me suis retrouvé sur le toit d'un bus au Guatemala, accroché au filet qui retenait les bagages. Les nuages ont commencé à s'amonceler autour de notre tête et ma mère, hilar, m'a dit « il ne manquerait plus qu'il pleuve ». Vous ne croirez pas, une averse nous est tombée dessus, on s'est retrouvés trempés jusqu'aux os. Ce métier a beaucoup évolué au fil du temps. Et un autre voyage qui m'a beaucoup marqué est celui que j'ai passé en Inde du Nord. J'étais assez jeune à l'époque et nous sommes allés dans ce pays et j'ai vécu là-bas des moments très forts. Je passais du dégoût à l'émerveillement plusieurs fois par jour dans des moments très courts. Le même coucher de soleil pouvait donner des couleurs extraordinaires à la façade du Taj Mahal et rendre encore plus rougeoyantes les crémations sur les bords du Gange à Bénarès. Tout se bousculait dans ma tête. Et je crois que c'est durant ce voyage qu'une envie irrépressible m'a pris. Je voulais comprendre le monde dans lequel je vivais. Et pour moi, le journaliste allait m'aider à faire ça. Il m'est donc apparu tout naturel de devenir journaliste. Lors de mon entretien d'entrée au CELSA, un membre du jury m'a demandé « Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'êtes pas accepté ?» Et je lui ai dit, sans même réfléchir, « Je ne sais pas, mais je trouverai un moyen d'être journaliste. » Embauché à 19 ans dans un journal qui s'appelle Le Nouvel Économiste, un collègue m'a dit un jour « Toi, si on ne te vire par la porte, tu rentreras par la fenêtre. » Et il avait raison. Voilà maintenant 30 ans que je suis journaliste. 30 ans. Rien que dire ce mot me donne un coup de vieux. Et à vrai dire, mon métier a beaucoup changé durant ces 30 dernières années. Tout va plus vite. Il n'y a jamais eu autant de médias. Vous n'avez jamais lu autant de news sur vos smartphones, sur vos tablettes. Et pourtant, les journalistes n'ont jamais eu aussi peu de temps ni de moyens pour bien travailler. Voilà le paradoxe vraiment de notre profession. Et on est pris dans une espèce de boucle où il faut toujours aller plus vite. Les chaînes d'information en continu font direct sans même avoir rien à dire. J'ai moi-même travaillé pour l'une d'entre elles pour couvrir un attentat à Munich. Je devais passer toutes les 15 minutes en direct. Entre deux prises, j'avais le temps de voir personne. Des centaines de milliers de personnes me regardaient et j'avais rien à leur dire. Vraiment, voilà le paradoxe de ce métier. L'air du tout gratuit est passé par là. Mais pour comprendre un peu l'évolution de mes métiers, je vous propose de faire un voyage dans le passé et de revenir au début des années 90. C'était les années phases du journalisme, aussi celles de l'excès, les années que j'appellerais les années champagne. Après un stage d'un mois, en fin de première année de journalisme au CELSA, j'ai été embauché en CDI au Nouvel Économiste. À l'époque, les médias avaient encore des moyens à donner aux journalistes pour travailler dans de bonnes conditions. Mon premier stage, je l'ai fait à Libération, et c'était à la période de la première guerre du Golfe. Et ils avaient envoyé là-bas un grand reporter qui refusait de rentrer à Paris parce qu'il avait encore des histoires à couvrir. Et le journal lui payait ses frais sans rechigner. Ça serait inimaginable aujourd'hui. Parallèlement à ça, tout semblait plus facile pour travailler. On pouvait faire des voyages de presse beaucoup plus intéressants. Souvent dans l'excès, je dois dire. Je me rappelle de ce voyage où un jour, un groupe papetier nous a envoyés à Val d'Isère. On y allait en Orient Express, avec professeurs de ski, cascade de glace, chien de traîneau, alors qu'il n'y avait rien à dire. C'était vraiment ça, c'était pas très bien, cette période-là. Mais on avait aussi les moyens de travailler mieux, de faire plus de reportages, et ça, c'était quand même nettement plus intéressant. Et ces années-là, en fait, m'ont appris le métier, m'ont fait croire que tout était plus facile. Même l'État semblait avoir plus d'argent. Un de mes premiers voyages de presse, je l'ai fait au Koweït avec un ministre, juste après la fin de la première guerre du Golfe. Et en fait, dès mon arrivée à l'aéroport, j'avais été choqué par tous ces avions, ces charters qui arrivaient d'Inde et de Pakistan, remplis d'immigrants, en fait, qui avaient fait venir les Koweïtiens pour leur servir de personnel de maison. Parce que jusqu'à maintenant, les personnels de maison, les nannies, les cuisiniers, les chauffeurs à Koweït City, étaient des Palestiniens. Et la Palestine avait soutenu Saddam Hussein pendant la conquête de Koweït. Donc les Koweïtiens avaient demandé aux Palestiniens de partir et les remplaçaient par des Indiens. Lors d'un dîner officiel, je me suis retrouvé assis à côté d'une sommité locale qui m'a raconté que pendant toute la guerre du Golfe, en fait, il avait été caché par un de ses domestiques palestiniens. Cette personne avait pris des risques inimaginables. Il aurait pu être assassiné s'il avait été pris la main dans le sac. Alors je lui ai demandé comment il avait remercié évidemment ce domestique. Il m'a expliqué non, je l'ai renvoyé là, chez lui. Ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance.
Ce genre d'anecdotes, on ne peut les trouver qu'en allant sur place, qu'en faisant du reportage, qui est de plus en plus rare aujourd'hui, de plus en plus difficile. En 1995, je me suis aperçu que j'avais oublié un petit détail. Je n'avais pas fait mon service militaire. Et comme je ne me voyais pas du tout faire le piou-piou sur un champ de manœuvre dans la Meuse, j'ai demandé à mon journal de m'envoyer comme coopérant, correspondant à Londres. Donc j'ai passé 16 mois là-bas correspondant pour eux, ça s'est bien passé, j'étais supposé rentrer à Paris et en fait j'avais énormément pris goût au métier de correspondant. Et j'ai pas voulu rentrer, j'ai donc demandé à mon journal de me passer en mi-temps et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à travailler pour d'autres titres en parallèle. Et à cette époque c'était encore assez simple de trouver des collaborations. Les journaux avaient des moyens de nous envoyer un reportage et on pouvait travailler dans de bonnes conditions. Après 5 ans, arrive le nouveau millénaire, je me suis dit c'est le moment vraiment de faire le rêve de ma vie. Le rêve de ma vie c'était de faire le tour du monde pendant 1 an. Avant de partir, je suis allé à Paris, faire le tour des rédactions pour lesquelles je travaillais. Et durant une de ces rencontres, j'ai rencontré le patron de LSA, qui est un canard sur la grande distribution, et qui m'a tout de suite demandé si je comptais travailler pendant ce tour du monde. Et à vrai dire, l'idée ne m'avait même pas traversé l'esprit. Et je lui dis, mais comme une véritable blague, je vais quand même pas te faire le tour du monde de la grande distribution. Et lui, tout de suite, me dit, génial, file-moi un budget. Comme j'avais vraiment pas envie du tout de le faire, je lui ai demandé une somme que je jugeais astronomique. Et il m'a tout de suite dit, banco. Et voilà comment un journal professionnel a payé plus de la moitié de mon tour du monde dans 23 pays différents. Autre temps, autant dire que ça n'arriverait pas aujourd'hui. À mon retour autour du monde, on était en 2001, j'ai voulu rester correspondant et repartir à l'étranger. Je suis donc allé voir Le Monde et je leur ai proposé de devenir leur correspondant pour le Pacifique Sud, basé à Sydney. Ils ont accepté, m'ont donné les papiers pour les visas. Et cette année-là, en fait, ce changement de continent a marqué la fin des années Champagne et le début des années Cocktail. Pour bien bosser, il fallait que je mutualise. Donc je voyageais à peu près 6 à 8 mois par an en reportage. Très bien, je ne vais pas me plaindre. Mais il fallait que je mutualisais sur plusieurs titres. Donc Le Monde me payait mon billet d'avion, l'Express me payait mon hôtel, Le Point me payait mes frais de bouche, LSA mes taxis. Et comme ça, j'arrivais à vivre des choses vraiment extraordinaires qui feraient rêver, je pense, beaucoup d'étudiants en journalisme. Pour couvrir la Grande Barrière de Corail, j'ai passé 15 jours sur un bateau de recherche à plonger dans des eaux infestées de crocodiles avec la main sur le couteau. Bon, ça faisait un petit peu peur. Un soir, je me rappelle, sous une très belle lune, autour d'un feu avec des aborigènes, je me suis dit, j'ai quand même une chance monstrueuse de faire ce boulot. C'est aussi durant cette période où j'ai fait beaucoup plus de sujets différents, entre autres beaucoup de journalistes sportifs. J'ai couvert l'Australian Open, la Coupe Davis, la Coupe de l'América. J'allais en Asie à peu près 2 fois par an pour faire le plein de reportages et remplir les cases aussi un petit peu. Il faut faire ça de temps en temps. Et j'ai fait ça comme ça jusqu'en année 2005. Et à l'année 2005, j'ai voulu rentrer en Europe. Donc je suis reparti en Europe, je me suis basé en Allemagne, à Munich. Et là, j'ai très vite compris que les années Cocktail allaient laisser place au régime à l'eau plate. Moins de journaux, moins de pagination, moins d'argent. Même les grands titres faisaient des économies. Je me rappelle d'un grand journal économique qui m'a demandé de faire une page entière sur une entreprise en Suisse. Autant dire que l'entreprise, c'est tout près de chez moi. Mes frais n'allaient pas dépasser 400 €. Et quand je leur ai dit cette somme, ils m'ont dit « fais-le de la maison, ça sera tout aussi bien ». Ça aurait été inimaginable quelques années plus tôt. Alors bien sûr, on peut faire ce papier, et il ne sera pas trop mauvais, mais il ne sera jamais aussi riche qu'un reportage sur place, on reviendra avec plein de rencontres et d'anecdotes. Mais c'est aujourd'hui comme ça qu'on travaille. Et je travaille également pour de plus en plus de sites web, ce qui est très intéressant parce qu'il nous offre une grande liberté de parole, de style d'écriture et de sujet, mais ça paye beaucoup moins que les anciens magazines. Donc il faut faire beaucoup plus de volume. Aujourd'hui, je crie à peu entre 5 et 7 000 signes par jour, ce qui est vraiment pas mal. Mais on y arrive en allant utiliser l'agréable, c'est-à-dire en essayant de trouver des sujets assez rapidement faits, où on peut gagner de l'argent pour avoir des fonds, pour faire des reportages plus longs et qui mettent plus de temps. Alors bien sûr, on pourrait céder au misérabilisme et dire que rien ne va. Mais si on prenait la chose à l'envers et qu'on voyait la période actuelle comme une opportunité, si les médias donnaient aux lecteurs, à vous, public, ce que vous recherchez, est-ce que ces derniers n'accepteraient-ils pas de payer pour être informés? Certains exemples montrent que c'est possible. Mediapart a 150 000 abonnés. Le New York Times en a 3,8 millions. Chaque mois, 3,8 millions acceptent de payer pour être informés. Dans les kiosques, on voit de plus en plus de magazines qui apparaissent avec des reportages à l'ancienne, très longs, des analyses très fouillées, et les gens les achètent. Le public veut de l'authenticité, de la fiabilité, du sens, de la qualité. Et quand on lui donne ça, une partie d'entre eux accepte de payer.
Et ça, c'est un signe positif. Alors encore une fois, je ne veux pas tomber dans la critique de « c'était mieux avant ». Je sais que les journalistes sont accusés souvent de tous les maux. On n'est pas les derniers pour se plaindre. C'était mieux, on pouvait mieux travailler. Mais ce métier reste quand même un des plus beaux du monde. Il nous permet de vivre des choses extraordinaires. Il y a 2 ans, pour l'Express, je devais faire un papier sur le navigateur François Gabard. J'ai passé 24 heures sur son trimaran géant au large de la Bretagne. À 42 nœuds, les dauphins n'arrivaient même pas à nous suivre. Vous voyez, je bossais là. Il y a quand même pire. L'an dernier, pour Géo, je suis allé à Berlin pour faire un reportage sur cette ville 30 ans après la chute du mur. Il y a 30 ans, le mur et tout le système qui représentait s'est effondré, un peu comme mon métier. Mais Berlin, aujourd'hui, connaît un renouveau extraordinaire. Des quartiers dévastés, anciennement dévastés, sont aujourd'hui remplis de cafés in, de restaurants sympas, de start-up. Mon métier n'en est pas encore là, mais je veux rester optimiste. Je pense que si l'ère du tout gratuit, si l'ère de l'info bon marché, vite consommée, vite oubliée prenait fin, on pourrait enfin arriver à une nouvelle renaissance du journalisme. Je vous remercie.